Je suis Tipora et vous écoutez Tant que je serai noire, le podcast qui tente de répondre à la question « Tant que je serai noire, serai-je mère ?» Ici, vous trouverez des témoignages de femmes qui nous parlent de désir ou non-désir d'enfant et de toutes les thématiques qui gravitent autour. Avant de commencer, si vous faites partie de la team iPhone, sachez que vous pouvez à tout moment mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour donner plus de visibilité au podcast. Partagez l'épisode autour de vous et surtout, n'hésitez pas à faire un tour sur le compte Instagram Tant que je serai noire et donnez votre feedback. Si vous écoutez Tant que je serai noire depuis un moment ou si vous découvrez le podcast, sachez que la notion de désir d'enfant est centrale. Chaque invité nous partage son histoire, mais toujours sous le prisme du désir ou non-désir d'enfant. En préparant l'épisode, je me suis dit qu'au final, nous ne nous sommes jamais réellement penchés sur le mot « désir ». Le désir, au sens étymologique, évoque un astre disparu, la nostalgie d'une étoile. En comprenant et en reprenant la définition du mot « désir », on comprend donc que le désir d'enfant naît de ce sentiment de manque, un manque d'enfant. Mélissandre Varin, mon invitée, nous explique donc qu'au début de sa vie de femme, elle n'a pas eu ce manque d'enfant. Et qu'ensuite, de par son histoire personnelle que vous allez découvrir, elle a eu un manque immense d'enfant. En d'autres termes, son désir a évolué. En écoutant son histoire, on comprend mieux alors pourquoi le désir d'enfant peut évoluer déjà d'une femme à l'autre, mais aussi tout au long de la vie d'une femme. Avec Mélissandre, du coup, nous avons essentiellement parlé de l'évolution de son désir d'enfant, de son choix de coparentalité et aussi de la maternité queer. Bonne écoute! Alors, je m'appelle Mélissandre Varin, tout en petites lettres. Je suis une artiste qui habite à Coventry. Coventry, c'est une ville à peu près à 10-20 minutes de Birmingham, au Royaume-Uni. Je suis afroféministe, éditrice d'un journal académique en théâtre et études de performance. Je suis coparent également, une personne noire et queer. Voilà, je pense que c'est moi. J'ai 29 ans, je suis d'origine guadeloupéenne, béninoise et congolaise de République démocratique du Congo. Je suis issue de parents chroniquement malades et handicapés. Ma mère était physiquement handicapée et mon père a le diabète assez fort et qui a quand même impacté beaucoup de sa vie et beaucoup de nos vies. Donc j'ai 2 sœurs de même père, même mère. Donc une qui a 2 ans de plus que moi, l'autre qui a 4 ans de moins que moi. On est le type de fratrie qui se rencontre tous les Noël, une fois par an. Mais à Noël, on est à fond, mais c'est juste une fois par an. Mon père a eu 3 autres enfants et sa compagne avait aussi 3 enfants. Donc on est une famille plus ou moins grande en fait, dépendamment de l'angle où on regarde. J'ai été aussi élevée beaucoup par ma grand-mère, qui est guadeloupéenne du coup, qui vit en Île-de-France. Dans ma fratrie, je suis au milieu, donc j'ai tous les bénéfices. Pour moi, faire famille, ça a toujours été, tu vois, dans la tension. Je pense que je suis un peu jamais sortie de ma crise d'adolescence. Faire famille, c'était choisir ma famille. Et donc, pour choisir ma famille, c'était ma famille, ce sont mes amis finalement. Il y a les gens que j'ai choisis qui sont le plus proches de moi, qui sont là pour tout et qui peuvent tout entendre, tu vois. Et du coup, ça je dirais que ça a commencé à l'adolescence. J'ai été transcendée par l'amour de gens qui n'étaient pas de mon sang, tu vois. Et je me suis dit, bah, même au-delà de la gym, tu vois, juste des amis d'école, etc. J'ai vraiment sourcé énormément de joie et de force dans l'amitié, en fait. Et faire famille, j'ai rencontré Jay quand j'avais 19 ans, 20 ans. C'est la personne avec qui je suis tombée enceinte. On s'est beaucoup aimé, mais c'était très étrange comme relation finalement parce que sans remettre en question l'amour, mais c'était avant même de, comme on disait à l'époque, de sortir ensemble. On a commencé à vivre ensemble, tu vois. Donc c'était avant la relation romantique ou sexuelle ou peu importe. Il y a eu cette envie de faire un partenariat de vie, tu vois. Donc, de dire qu'en fait, on était des personnes qui étaient connectées. Ça allait être bénéfique et plein d'amour pour nous d'être ensemble, tu vois, de vivre ensemble.
mais pas dans le sens vraiment super normatif hétérosexuel de vivre ensemble, justement de vivre la vie vibrante, tu sais, je sais pas comment on dit, de vivre ensemble, ça c'était fou ce sentiment. J'avais 20 ans je crois, et donc on a commencé à bouger un peu partout, en Chine, au Laos, en Allemagne, en Angleterre, en Martinique, tout ça on l'a fait ensemble. En fait, dans ce cheminement là, à un moment on faisait un voyage à vélo de Luxembourg à Berlin, quand on a déménagé à Berlin, et je suis tombée enceinte en fait. C'était pas quelque chose de programmé. Et moi, je suis toujours une personne qui, je dois dire, j'ai beaucoup de choses à régler avec mon enfance, avec d'où je viens, tu vois. Donc, quand je suis tombée enceinte la première fois, j'avais 24 ans. J'étais pas prête. J'étais pas prête, mais j'étais pas prête à dire, à vouloir un enfant, mais j'étais aussi pas prête finalement à dire non à cet enfant, ce qui est un peu étrange. Donc, on est arrivé du voyage à vélo. Moi, à la fin du voyage à vélo, on voyageait avec Jay et son frère Charles. À la fin du voyage à vélo, j'en pouvais plus, mais bon, j'ai l'habitude de me plaindre, alors personne s'est rien dit. En fait, j'ai été chez la gynécologue et c'est là où on a vu le cœur du bébé, enfin du fœtus à ce moment-là, le cœur du fœtus qui battait, quoi. Et c'était un peu, tu vois, c'était dans l'insouciance, l'innocence. Il y avait le frère Charles, mon partenaire Jay. On était dans la salle et puis on a vu le cœur battre et puis on était ok, le cœur bat, enfin voilà quoi, on va avoir un enfant quoi. C'était très étrange aussi parce que c'était un peu on va avoir un enfant tous les trois, tu vois. Enfin parce qu'on vivait ensemble, on a vécu ensemble dans plusieurs endroits, etc. Et puis là on est arrivés ensemble, c'était le cadeau de fin de cadeau, je sais pas. C'était la surprise de fin de voyage et puis on allait avoir un enfant à Berlin comme ça. Mais tu vois, il y avait pas même cette réflexion de est-ce que je veux vraiment avoir un enfant? C'était juste là, tu vois. Et donc j'allais faire en sorte, mais c'est aussi devenir, je pense que pour moi c'était d'être l'enfant, la petite fille de ma grand-mère, tu vois. Ma grand-mère s'est tellement battue dans sa vie, tu vois. Pareil pour ma mère, tu vois, qui était quand même handicapée, battue à la maison, etc., mais qui a réussi à nous inonder d'amour à la maison, tu vois. Donc pour moi, il n'y avait pas cette difficulté envisagée du fait d'avoir un enfant parce que j'avais été entourée par des personnes extraordinaires dans mon enfance, tu vois, qui avaient tout fait, peu importe quoi, tu vois. Mais en fait, déjà c'était une grossesse terrible. Moi, je suis l'une des personnes qui, tu vois, mes symptômes de grossesse, c'est souvent de cracher. Tu sais, c'est souvent des personnes afrodescendantes justement qui ont ces symptômes où tu craches, voilà, tout le temps. Toutes mes grossesses, je crachais. Hypersalivation, c'est ça. L'hypersalivation, c'est la production excessive de salive. C'est un phénomène qui est observé en début de grossesse. La cause de l'hypersalivation, elle n'est pas très bien connue, mais elle pourrait être associée aux changements hormonaux. Par ailleurs, elle est aussi plus fréquente chez les communautés afrodescendantes. J'avais ça, et puis j'étais tout le temps allongée. Et au bout de 5 mois de grossesse, de cette première grossesse, en fait, on ne sait pas pourquoi le bébé a arrêté de vivre. Du coup, il a fallu, et encore, mais moi j'étais, comme j'ai dit, personne non préparée à rien du tout. Donc on a été chez le gynécologue, ça a été terrible parce que moi je m'étais préparée vraiment à aimer cet enfant, tu vois. On s'était préparé à recevoir l'enfant dans notre lieu de vie, etc., dans nos vies. Et quand on a vu que le cœur ne battait plus, on s'est effondré avec mon partenaire Jay et il a fallu en plus tout de suite, tu dois aller à l'hôpital pour accoucher en fait. Moi, j'étais pas prête, j'avais mes cours d'accouchement, c'était 1 mois ou 2 mois après, tu vois, j'étais pas prête. Du coup, seul truc que j'avais en tête, c'était, tu sais, comme dans les films, le petit, tu sais, tu fais le chien, là, comme ils disent dans des films. Et du coup, il a fallu accoucher. En plus, mon allemand était pas très bon à ce moment-là. Je comprenais rien, et puis j'avais pas très envie de comprendre. On était là, tous les 3, à l'hôpital, et puis ils ont fait une induction. Et puis, je sais pas, une nuit après, déjà on est resté 2-3 jours à l'hôpital à attendre. Et puis après, ils m'ont induit. Et puis une nuit après, j'avais accouché de Yunnan. C'est le nom qu'on avait donné à cet enfant. Donc un tout petit fœtus, tu vois. J'en parle parce que maintenant c'était en 2007, ça fait 4 ans. J'en parle de façon plus, c'est pas détachée, mais j'ai fait le travail dessus pour pouvoir en parler comme ça. Et donc moi, quand j'ai vu Yunnan, donc cette chose qui est sortie de mon ventre, tu vois, que j'avais chérie pendant 5 mois, j'étais mais aux anges quoi.
Vraiment, c'était incroyable pour moi de voir. C'était pas, il faut pas, tu vois, c'était à 5 mois, donc c'est pas un bébé comme on l'entend, tu vois, à la fin d'une grossesse. Et ça a été une chance de pouvoir tenir cet enfant et de pouvoir aussi l'enterrer. Tu vois, il y a eu un enterrement commun 2, 3 mois après avec d'autres enfants morts-nés. En fait, c'est des enfants qui sont morts-nés. Et pour mon partenaire de l'époque, bah, c'était terrible en fait de voir Yunan. Donc bon, voilà, les différentes routes, différents, tu vois, de sentiments, réactions aux enfants morts-nés. Et pour moi, ce moment, ça a été un moment pivot dans ma vie. Enfin, déjà, il y a eu un mois de vraiment, je me souviens, j'étais dans mon lit et j'avais l'impression d'être dans un trou noir. Enfin, voilà, je pense que c'était un moment de dépression. Et ça a été le déclic finalement pour moi où j'avais besoin de m'exprimer, mais je pouvais pas m'exprimer avec les mots d'avant, tu vois. Donc c'est là où j'ai commencé vraiment à faire des films, à faire des installations, à collaborer, tu vois, parce que j'avais besoin de faire sortir des choses en moi, mais pas avec les mots d'avant, pas avec les mots qui m'avaient été dictés, tu vois. Et de là, en fait, est né mon désir d'enfant. C'était vraiment pas, c'est pas un désir comme on l'entend. Ah, j'ai envie de, et c'est moi qui décide de ce désir. C'était un besoin animal, charnel, tu vois, comme tu pourrais réutiliser une de tes expressions, de refaire famille, tu vois, de refaire la famille qu'on m'avait empêché d'avoir alors que je m'étais préparée, tu vois. Donc j'étais obsédée par ça pendant un an. Mon seul but, c'était de faire un enfant, quoi. Alors j'ai eu une première grossesse dans l'année où j'ai fait une fausse couche. Tu vois, c'était pas dramatique pour moi puisque du coup j'avais eu déjà. Je dis pas que c'est pas dramatique de faire une fausse couche, mais pour moi à ce moment-là j'étais productiviste. Il fallait juste que je produise coûte que coûte. Donc bon, la fausse couche, bon, c'était pas que c'est à ce moment-là, je le voyais comme c'est pas grave. Attends quelques semaines et tu t'y remets, tu vois. Vraiment, j'ai utilisé, instrumentalisé mon corps pour faire un enfant. Et puis c'est seulement quand on a déménagé, qu'on est parti de Berlin, on a déménagé en Martinique où là j'ai travaillé dans une maison d'artistes. Je suis retombée enceinte et je suis tombée enceinte d'Eole. Et Eole a maintenant 2 ans. Alors c'est un peu triste, mais c'est pas un désir. C'est pas triste, mais c'est pas la vision romantique de j'ai envie d'avoir un enfant ou j'ai pas envie enfin ou la vision forte j'ai pas envie d'avoir un enfant. C'était un peu voilà. Je sais pas s'il y a une fibre, mais en tout cas moi je l'ai pas. Et aussi j'ai trouvé que d'être parent c'était ennuyant, extrêmement fatigant. En tout cas moi j'ai la chance d'aimer follement mon enfant Eole. Ça vient avec énormément d'efforts, tu vois. Donc quand je pensais que voilà je gardais ma petite sœur pour la journée, changer les couches, donner à manger et tout, que j'étais prête, que je savais ce que ça allait être d'être parent, loin de là quoi. Donc moi, je dirais que je suis quelqu'un que voilà, c'est la maternité ou la parentalité, ça a été mis sur mon chemin, sûrement pour une raison, parce que je pense que je suis une personne beaucoup plus empathique, beaucoup plus dans le prendre soin, tu vois, aujourd'hui. Et je pense que c'est bénéfique pour moi et pour, pour les autres aussi. Parce que voilà, je pense pas que j'étais une personne extrêmement agréable avant. Ça m'a aussi permis de me rendre compte de mon pouvoir, pas parce que j'ai pas accouché de façon, comme on dit, naturelle, tu sais, par le vagin. J'ai accouché par césarienne et je me suis pas sentie particulièrement forte pendant ma grossesse, ni particulièrement forte pendant mon accouchement. Mais en tout cas, j'ai pu témoigner, tu vois, même par mes activités artistiques, ma pratique artistique, j'ai pu témoigner du changement de mon corps. Et tu vois, j'ai eu la chance pendant 9 mois d'être focalisée, tu vois, sur cette transformation corporelle. C'est assez étrange, mais c'est pendant ma grossesse que j'ai fait mon coming out, en fait, en tant que personne queer, tu vois, pansexuelle, etc. Parce que c'est le seul moment, enfin, ou du moins, c'est le premier moment où consciemment, j'ai pris conscience de mon corps et de ce que mon corps voulait. Alors, s'il y a eu un désir dans tout ça, c'était vraiment le désir de me connaître, tu vois. Alors, d'abord, je vais dire que nous donc avec le père d'Eole,
On a assez rapidement, pendant la grossesse, parlé d'éducation de genre créative, donc d'éducation non genrée. Donc moi, comme j'avais eu la chance par miracle, là, en dehors de entre les mailles du filet, d'avoir un peu touché à ça, et aussi de par mon identité de genre, on n'a pas assigné de genre à Éole, en fait. Donc c'est toujours un peu, tu vois, t'as toujours, alors que c'est pas du tout une volonté activiste, tu te retrouves toujours à devoir dire oui, ben nous on n'assigne pas de genre, et après les gens te demandent des questions, tu vois, te posent des questions. Donc finalement, tu vois, c'est un peu du militantisme dans la vie du quotidien, tu vois, sur ça, parce que c'est des choses qui sont encore trop rares ou pas tolérées finalement aussi. Ça, rare, ok, ça pourrait être ok, mais c'est très peu toléré, tu vois. Du coup, les gens te forcent toujours à te remettre en question devant ton enfant, etc. Et tu vois, il faut toujours avoir les justifications multiples que tu vas sortir. Donc ça, c'est pour l'éducation non genrée. Et après, sur la coparentalité, bah nous, ça nous est venu. Et je dirais que même Éole a la chance, je pense, d'avoir aussi une éducation. Tu sais, comme on dit, oui, voilà, il faut un village pour élever un enfant. Moi, au début, j'ai pas eu ce village et j'ai été très malheureuse, justement. Tu vois, d'être enfermée dans cette vie hétéronormée où il y avait le papa, la maman, l'enfant, tu vois, l'enfant central de tout ce qui se passait. J'aime m'occuper de mon enfant et j'adore mon enfant, mais cette vie me faisait suffoquer réellement. Donc maintenant, on habite dans un espace qui est un espace, c'est une maison coopérative. Donc c'est-à-dire que en fait, on habite dans une maison où avec on est 11 dans la maison en comptant 2 bébés dont Éole, et on habite tous ensemble. Chacun a sa chambre, mais après on partage cuisine, on a plusieurs salles de bain, plusieurs toilettes, un super jardin avec un trampoline que je suis trop contente. Et aussi on paye vraiment peu, je pense que c'est les habitations les moins chères de la ville réellement, parce qu'on n'a pas de propriétaire. La maison appartient à une association et nous on est membre de cette association, les habitants, tu vois. Donc, en termes de coparentalité, ça va même un peu plus loin que, tu vois, 2 personnes qui s'occupent d'un enfant, puisque on a la chance, et surtout là, pendant les confinements et tout ça, bah, il y avait plusieurs personnes qui pouvaient s'occuper de notre enfant, tu vois. Et même en termes d'amour, enfin, même en termes d'expérience de vie, on habite avec des spectres de vie hyper intéressants, tu vois. Il y a des personnes qui sont queer, des personnes qui sont trans, des personnes qui sont blanches, parce qu'on peut, c'est aussi un spectre, des personnes qui sont blanches hétéros, des personnes qui ont des statuts de réfugiés, d'autres qui sont, enfin, tu vois, c'est hyper vaste les sujets de conversation, voilà, qu'on peut avoir à la maison. Et ça, c'est dans le quoi Éole baigne, tu vois, et dans le quoi nous aussi on baigne, parce que on pense souvent, oui, l'éducation de son enfant, mais finalement, sur le chemin, comme tu penses à éduquer ton enfant, tu t'éduques toi-même aussi, tu vois, à d'autres mondes. Donc, avec mon partenaire, on s'est séparés il y a pas si longtemps, en décembre, mais on habite toujours dans le même endroit. Mais enfin, du coup, mon partenaire a une chambre, tu vois, c'est hyper pratique aussi en termes de présence avec l'enfant. Et puis, puisque notre histoire avec Jess avait commencé, comme je t'ai dit, où on s'est dit, bah, nous, on veut vivre ensemble avant même de tomber amoureux ou quoi que ce soit. Et ben là, on n'était plus amoureux, mais on veut tout. Enfin, il y a toujours ce désir de vivre ensemble, tu vois. Et le faire famille s'est étendu à 11 personnes là pour le moment, tu vois, dans notre lieu de vie. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça fait pas longtemps. Je croise les doigts que ça continue à se passer bien. Je pense que c'est aussi beaucoup de travail individuel sur de la non-dominance en règle générale, tu vois. Que ça soit dans l'éducation d'Éole, mais aussi dans nos rapports aux autres. Et j'espère qu'on va réussir à continuer à travailler là-dessus, parce que là, pour l'instant, ça se passe bien. Mais si ça se passait mal, j'espère qu'on arriverait à continuer à considérer l'un et l'autre comme des êtres humains, avec toute la valeur qu'on doit apporter aux êtres humains ou aux êtres en général, et qu'il n'y aurait pas cette guerre où l'enfant est utilisé comme rançon ou comme monnaie de vengeance. Parce que moi, mes parents, pendant mon enfance, mes parents se sont séparés, et c'était, tu vois, les cris, les coups, et les enfants qui se faisaient balader ici et là, tu vois. Donc, bien que j'ai pas envie d'être enfermée dans un schéma familial qui finalement a évolué, plus qu'il y a eu moi, je vois pas ça comme une séparation, je vois plus ça comme une évolution organique de ce qui s'est passé entre mon partenaire et moi.
Moi, souvent, notamment, du coup, ma grand-mère, pour les raisons que j'ai expliquées, me demande souvent, et c'est même moins une demande qu'une affirmation que je vais avoir un autre enfant. C'est même pas un enfant, c'est une fille. Je vais avoir une fille. Et pour moi, c'est vraiment sûr. Par contre, que j'ai pas, après 3 grossesses, du coup, j'ai vraiment pas de désir. Aussi, j'ai jamais eu, mais j'ai plus de désir d'avoir un enfant par mon corps. Mais par contre, j'ai le désir d'être présente. Et si c'est sous des formes de parentalité, tu vois, il y a ce livre magnifique, c'est Revolutionary Mothering. Mélissandre nous parle du livre Revolutionary Mothering. C'est un livre qui est assez intéressant. En effet, conscient de la nécessité de disposer de perspectives multiples en ce qui concerne la maternité, les éditrices Alexis Pauline Gumbs, China Martens et Maya Williams ont centré leurs efforts sur les expériences de mères racisées et d'autres mères marginalisées, notamment celles qui sont handicapées, célibataires, homosexuelles, adolescentes ou celles qui ont de faibles revenus. Le livre sert donc à la fois d'ode à la maternité et d'invitation à s'immerger dans l'expérience vécue de chaque autrice. Publié peu de temps après la création du mouvement Black Lives Matter, certains passages me font d'ailleurs penser au livre de Fatima Wassak, La puissance des mères. En effet, dans Revolutionary Mothering, il est aussi question de l'histoire des mères et de leur rôle dans la société. D'ailleurs, dans le livre, elles expliquent que ce sont les mères qui façonneront les stratégies d'engagement et le point de repère de la société. Et ce sont elles qui vont décider de l'avenir du mouvement social du XXIe siècle. C'est une lecture que Mélissandre et moi-même vous recommandons. Le maternage, c'est la force de l'amour, tu vois. Je suis pleine d'amour à l'intérieur de moi et j'ai envie de pouvoir être parent, si c'est, voilà, comme on le dit, ou bien juste avoir de l'amour pour des petits êtres humains, tu vois, qui sont là juste par hasard ou bien qui en ont besoin, tu vois. Et même au-delà, tu vois, quand on pense aux faire famille, mais de façon queer, tu vois, c'est pas forcément des gens qui sont à moins de 18 ans, tu vois, c'est avec aussi la possibilité d'inonder d'amour d'autres êtres. Et c'est tout, tu vois. Moi, c'est ça mon désir. Alors moi, une personne que je trouve géniale, en fait, c'est une personne non-binaire qui s'appelle Travis Alabanza. C'est en fait une personne qui fait de la performance, du théâtre, qui écrit et qui performe des pièces à tomber, quoi, qui opère surtout au Royaume-Uni ici, qui est vraiment activiste, tu vois, pour faire bouger les lignes, tu vois. Et c'est une personne qui, en tout cas, qui a l'air extrêmement aimante et qui aime, tu vois, les gens. De toute façon, pour écrire des pièces de théâtre comme ça, tu vois, il faut aimer, tu vois, les autres, les mondes, tu vois, il faut aimer. Et pour dénoncer comme ça, moi, je trouve que c'est une personne extraordinaire, Travis Alabanza, extraordinaire. Bon, ça fait une semaine, j'écoute une chanson de Meryl. Je ne sais pas si tu as déjà entendu la chanson, c'est Bébé Compte. Et cette chanson, elle est arrivée, mais pile poil dans ma vie où je me dis, mais alors, je viens d'avoir un contrat, tu vois, mais souvent, en tant que personne qui est un artiste indépendante, tu vois, c'est un peu souvent la galère où tu dois chercher les paiements et puis t'as les charges, etc., tu vois. Et du coup, cette chanson, et surtout avec la période dans laquelle on est, tu vois, normalement, ça aurait été une période de carnaval. Mais bon, avec la pandémie, ça n'a pas été possible. Et à la fin de la chanson de Meryl, Bébé Compte, tu entends les tambours et tu as envie de danser, tu vois, t'as envie de faire une procession dans la rue en mode carnaval, quoi. Et je trouve que cette chanson, elle est superbe parce que ça me parle. Je pense que ça peut parler à tout le monde qui vit dans un système capitaliste, mais ça parle aussi d'un contexte très particulier qui est, tu vois, on parle de vie chère dans les espaces d'outre-mer attachés, colonisés par la France. Et tu vois, c'est à la fois extrêmement contextuel de réalité
qui sont en France non métropolitaine. Et pour moi, ça me parle en tant que personne, tu vois, qui est sur une autre île, du coup, qui est sur, je sais pas comment on appelle ça, en Angleterre, et qui est aussi dans un contexte où la vie devient extrêmement chère parce que Brexit, parce que, tu vois, il y a au niveau de la scène culturelle, artistique, c'est très compliqué, tu vois, dans le contexte dans lequel on vit, parce que pandémie, parce que Brexit, tu vois, ça fait beaucoup sur les épaules. Et du coup, cette chanson, c'est une source de oui, tu me sens, tu m'as entendu, tu vois. Tant que je serai noire, je construirai des mondes des possibles. Merci à Mélissande pour ce bel épisode. Merci à vous, auditrices et auditeurs, car sans vous, le podcast n'existerait pas. Merci à Alice pour le super montage de l'épisode. Vous pouvez d'ailleurs la suivre sur son compte Instagram, Les Belles Fréquences. Suivez aussi Tant que je serai noire sur Instagram. Et surtout, likez, partagez et laissez des petites étoiles sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.